Gérard Merchet, Le Havre Développement. Gilles Munier a évoqué une notion de distance raisonnable en matière de transport en vue d'injection de CO2. Est-ce qu'il pourrait préciser la notion de raisonnable ? Une réponse rapide, et Didier Bonijoli, tu me corrigeras si on éprouve le besoin. Mais on est en train de regarder des possibilités dans un rayon maximum qui est inférieur à 100 km. Donc, pour l'injection à terre, je suppose. Oui, hein, et offshore, ce sera le proche offshore également. D'accord. Donc on est dans des distances qui sont inférieures à celles considérées dans des projets équivalents où les volumes de CO2 sont importants. Merci. Une autre question? Bon, allez-y. Marc d'abord. Voilà, excusez-moi. Oui, donc bonjour, Marc David, Air Liquide. J'ai une question pour le projet Cicadi. Donc ça a l'air d'être très prometteur comme technologie. Je voulais savoir s'il était nécessaire de traiter quel traitement était nécessaire sur les fumées avant de passer dans vos contacteurs membranaires. Est-ce que c'est du CO2 pur ou est-ce qu'il est nécessaire de... Est-ce qu'on peut utiliser des fumées telles quelles? L'objectif final, c'est de pouvoir placer ces technologies sur des fumées réelles. Mais évidemment, on n'est pas dupe. On voit bien on voit bien que la qualité de la fumée va être prépondérante sur les performances du procédé. Alors, on a déjà identifié donc la présence de cendres, la présence de vapeur d'eau qui pourrait devenir en fait une espèce de ciment, de colle qui viennent se mettre sur les membranes et donc qui diminue les performances. Alors soit en fait on a un système de régénération pour arriver à les nettoyer régulièrement, comme on fait dans le traitement d'eau, je dirais. Soit, et je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va aller, c'est qu'il va falloir mettre les pré-traitements en amont en fait de ce captage qui garantissent une bonne qualité de fumée. Je pense que c'est vers ça qu'on ira. Ouais. Une question devant. Vous avez parlé d'une première étape de 10 mois, c'est bien ça? Que se passe-t-il ensuite? À l'issue de cette étape de 10 mois, on veut savoir quels sont les axes de valorisation qui valent la peine d'être poursuivis afin de pouvoir définir des pilotes, afin de faire les études économiques pour la mise en place de ces axes de valorisation. Donc l'idée, ce serait qu'à la fin de cette première étape, on ait mis au point ce premier jet d'un schéma directeur et qu'ensuite, l'étape d'après puisse voir le jour avec un pilote par axe, ça c'est l'idéal, ou bien un pilote pour les axes de valorisation privilégiés. Bien évidemment, une telle seconde étape aurait un budget afférent. On est en train de parler d'un budget bien supérieur. Donc, il y aurait à nouveau une phase de plusieurs mois, voire, je l'espère, pas plusieurs années, mais enfin, on ne peut pas l'exclure, pour trouver les financements adéquats et trouver les partenariats adéquats. Vous avez une idée du budget? Difficile de vous le dire. On connaît pas encore on n'a pas fait l'étude, on ne connaît pas encore les axes de valorisation qui seraient éventuellement suivis dans cette deuxième phase. Mais enfin, on est très au-dessus du budget autour d'1 million de cette première étude. Une autre question? Oui. Bonjour, Philippe de Donato du CNRS de Nancy. J'ai une question sur les aspects levés de valorisation dont on parle ce matin et qui apparemment ont beaucoup d'importance. Dans la feuille de route, je crois qu'actuellement, la valorisation, ça doit être 2%. Est-ce que dans un proche avenir, on envisage d'aller beaucoup plus loin? Et puis, est-ce qu'on peut oser dire vers quel chiffre on pourrait aller en termes de valorisation, à savoir, est-ce qu'on peut espérer valoriser 10, 20, 30, 50, 100% du CO2 ou est-ce qu'on a des idées là-dessus? Je vais pas me substituer à l'ADEME et à sa feuille de route, mais concernant par exemple le projet Vasco, ce qu'on espère, c'est que les axes de valorisation cumulés, y compris l'export du CO2 par bateau pour faire de la récupération assistée d'hydrocarbures,
dans le bassin méditerranéen puisse représenter une part importante. Alors, 100% sûrement pas, mais une part très supérieure à ces quelques pourcents que vous venez d'évoquer. Quoi qu'il en soit, le stockage sera là pour servir, entre guillemets, d'exutoire au volume non valorisable. Donc il faut bien comprendre que cette valorisation, de toute façon, elle ne sera pas sur la totalité, parce que si jamais on n'arrive pas à valoriser, ou si jamais il y a des éléments perturbateurs dans la chaîne de valorisation, il faut toujours avoir en backup, en soutien, la solution de stockage pour pouvoir y mettre le surplus du CO2 qui n'est pas utilisé. Mais on s'intéresse dans ce projet spécifiquement à des pourcentages bien supérieurs, 5 à 10 fois supérieurs, au minimum. Et j'avais aussi une autre question aussi, c'est pour tous ces procédés qui utilisent des membranes. On a vu l'expérience de Sylvain, qui sur des membranes céramiques qui ont conclu qu'on ne pouvait pas les utiliser, d'un point de vue économique, elles s'encrassaient trop fortement, il y avait un coût. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est à peu près ce genre de problématique ou ce genre de verrou qu'on risque de rencontrer aussi sur les membranes support avec peau? Nous, on a déjà, je vais vous passer après le micro, mais nous, on a déjà estimé quel serait le coût en fait acceptable d'une membrane au mètre carré, et on est sur de l'ordre de 15 à 25 euros. Donc ça, c'est clair que 1 000 euros du mètre carré, c'est même pas envisageable. L'objectif, c'est ça, c'est 15-20. Aujourd'hui, en traitement d'eau, on sait faire des usines qui alimentent des villes de plusieurs milliers d'habitants avec un coût de 25 euros du mètre carré. Donc on est dans les ordres de grandeur. Donc, et comme on veut transposer les membranes de traitement d'eau à ces membranes captage gaz, on est à 25 aujourd'hui. Avec les facteurs d'échelle, on peut descendre facilement aux 15 qu'on estime. Donc, mais ça passera forcément par la production de kilomètres et des kilomètres d'échangeurs, je pense, mais vous le confirmerez. En céramique, malheureusement, je pense que, comme en traitement des eaux, des grands volumes ne seront pas envisageables. Par contre, sur des fibres creuses organiques qui se produisent avec des systèmes multi-filages, on peut vraiment produire des kilomètres et des kilomètres de fibres creuses en continu. Et là, on peut envisager un prix acceptable. Reste après, ça c'est le deuxième point de votre intervention, l'encrassement. Et c'est pour ça qu'on a besoin, moi je le disais à la fin de ma présentation, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, on a besoin en fait de trouver des moyens pour démontrer ce procédé et arrêter de le faire juste au niveau labo. Il faut en fait qu'il y ait des gens qui fassent confiance, comme on fait confiance aujourd'hui à des colonnes à garnissage. Il faut que les gens fassent confiance et démontrent sur des fumées réelles, à grande échelle, que ces contacteurs membranaires valent le coup, quoi. Et donc là, il faut faire des démos, pareil, une tonneur de captage. Voilà, c'est plusieurs centaines de mètres carrés de membrane, mais c'est pas idiot, quoi. Enfin, c'est pas inenvisageable. On l'a déjà fait en traitement d'eau. La France a déjà cette technologie, possède déjà cette technologie en traitement d'eau. Après, il faut peut-être mettre les moyens pour maintenant développer cette techno en traitement de gaz. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste un petit peu d'ambition, je dirais, pour aller vers ces essais. Ouais. Oui, ce que je voudrais ajouter, effectivement, nous on est parti bien en tête en travaillant donc sur des fumées réelles, et on s'est tout de suite aperçu qu'effectivement, même sur des traitements de gaz qui sont relativement performants aujourd'hui, donc équipés de filtres à manche avec des tours de lavage de finition pour capter CO2 à cycle chlorhydrique, même avec des teneurs avec des traces de micropolluants qu'on peut avoir dans ces gaz, tout de suite on avait quand même des problèmes d'encrassement relativement importants sur ce type de membrane. Donc en dehors de la problématique eau, de la problématique poussière, même si on a des systèmes performants de traitement de gaz, on a quand même des traces de micropolluants qui risquent effectivement d'avoir un impact quand même relativement important sur la filtration et sur la tenue de ces matériaux. Donc c'est pour ça que nous, dans la phase démonstration du projet, au préalable, avant de faire le démonstrateur au stade industriel, on a tout de suite testé les membranes en conditions réelles. Et il est vrai qu'il faudra intégrer la partie résistance chimique en dehors de la problématique résistance thermique.
résistance thermique, à ma connaissance, ça posera moins de difficultés, mais la résistance chimique pourra effectivement poser un problème, notamment sur ce type de membrane céramique. Et on l'a démontré assez rapidement dans les essais qu'on a pu voir, et c'est pour cette raison, en dehors des résultats qu'on n'a pas obtenus sur les performances de sélectivité, de perméance, qu'on n'a pas tenté le diable en essayant de travailler sur un pilote de 50 m3 comme c'était prévu initialement dans le projet. Mais ça veut dire qu'il faudra le verrou, c'est de lever, concevoir donc des matériaux qui auront cette propriété de résister thermiquement et d'intégrer, bien entendu, comme le disait la personne polymène, de bien intégrer la partie filtration. Nous, on avait pu déterminer qu'il fallait, ça avait un impact considérable si on veut avoir une filtration absolue pour éliminer le peu de poussière. On est à moins de 1 mg par normomètre cube sur des gaz, éliminer 1 mg de poussière. Et c'est dans ces conditions qu'on l'a testé. Et même dans ces conditions, on est très performant parce que le seuil est à 10 mg sur les fumées d'incinération. On est quand même relativement encrassé sur ce type de produit. Je voudrais juste rajouter, il y a des fumées qui sont de très bonne qualité, c'est des fumées centrales thermiques au gaz naturel. Celles-là, il y a un rejet de CO2 très important, mais les fumées sont d'extrêmement bonne qualité. On pourrait déjà mettre ces produits sur ces centrales-là. C'est vrai qu'on a peur quand on regarde les centrales au charbon, les incinérateurs, parce que les fumées sont pas de bonne qualité, mais sur des centrales gaz naturel, on n'aurait pas cette problématique. Non, je voulais juste compléter par rapport à la feuille de route sur le volet valorisation. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on valorise 150 millions de tonnes de CO2, donc ça a comparé par rapport aux 30 milliards de tonnes qui sont émises. Donc ça, les 150 millions, c'est au niveau mondial. Et les travaux sur la feuille de route ont montré qu'on envisageait à l'horizon 2050 de valoriser 10 fois plus, mais en découvrant justement de nouvelles voies de valorisation. Et c'est aussi à mettre en parallèle avec la diffusion des produits qui seraient formés. Donc voilà, pour rappeler juste le facteur un peu 10 qu'on avait identifié. Je crois qu'il y a une dernière question en haut de la salle, c'est bien ça? Je profite, le temps que vous arriviez, on a commis une petite erreur dans les valisettes que vous avez reçues. Il y a un petit guide de l'ADEME avec les présentations de projets. Les présentations que vous avez indiquent septembre 2011. Il y a les bonnes présentations sont à la sortie. Si vous voulez bien les récupérer, il y a quelques erreurs qui pourraient être dommageables pour certains. Donc partant de là, si vous voulez bien échanger ces présentations, vous aurez la bonne version dehors. Merci. Oui. Oui, bonjour, Sébastien Duprat, BRGM. On a parlé beaucoup de la qualité des fumées à l'entrée de cette filière captage. Et je voulais savoir quels étaient les objectifs et les limitations techniques quant à la qualité du CO2 sortant de ces filières pour le transport et l'injection. Alors je parle bien de limitations techniques, pas de limitations légales ou autres. Alors, au-delà des limitations réglementaires pour le transport, il faut considérer que le CO2 soit anhydre. Alors, c'est les bases sur lesquelles on travaille. La thématique des impuretés incluses dans le flux à transporter, elle va être importante sur la corrosion des matériaux et elle va être importante sur tout ce qui est régime transitoire, arrêt, démarrage, etc. Donc, si on veut des installations les plus pérennes possibles, il faut éviter la corrosion, il faut éviter tous les problèmes inhérents aux phases de maintenance, démarrage, arrêt. Donc, d'un point de vue technique, on s'intéresse à des flux de CO2 anhydres et avec le moins possible d'impuretés. Concernant le stockage, on va s'intéresser à du CO2 superdense, donc ça a été évoqué par François Mudry, sinon supercritique, du moins en phase superdense, et lui qui sera aussi pur. Là, ce qui va faire foi, c'est la réglementation. Parce qu'effectivement, dès lors que la réglementation va imposer des seuils maximaux d'impuretés tolérables injectées dans le sol, eh bien ce sera ces normes, cette réglementation-là qui sera suivie. Plus un CO2 est pur, et plus il est coûteux de le rendre pur.
Donc, il faudra effectivement qu'en fonction des normes, eh bien, les procédés et les tolérances pour le transport et stockage soient mis au point.